rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Dans ce programme, ils sont venus de la France. Ils sont originaires du Congo-Brazzaville. Ils nous ont apporté un projet. Le projet, c'est le projet AMES. Ils sont deux, comme vous l'avez compris. Rodrigue Yengo, qui est architecte en solutions d'entreprise. Il travaille dans le cloud. Il est ambassadeur AMES. Et bien sûr, Dorelia Ngomba, qui est consultante en stratégie et développement de projets. Elle est chef de projet en charge de la communication AMES Brazzaville. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Merci et merci de nous avoir invités. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Voilà, j'ai pas écorché les noms. Non. Non, c'est très parfait. Voilà, alors je vais commencer par Rodrigue Yengo, qui est architecte en solutions d'entreprise. Alors, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? Ah, les médias ces derniers temps. Belle introduction, je vous remercie. Pour être franc avec vous, je ne suis pas vraiment les médias. Je suis plutôt très focus sur mon travail. Et vous savez, dans l'IT, ça évolue tellement. Donc, je consacre un peu plus de mon temps à essayer de suivre les évolutions dans mon domaine. Actuellement, on parle de l'intelligence artificielle. Voilà. Sinon, dans les médias, je sais qu'en France, on parle des prochaines élections. Mais sinon, je ne suis pas trop de nature à suivre les médias. Je suis plutôt à lire des livres qui portent sur les sujets qui m'intéressent, notamment des sujets technologiques, des sujets d'innovation, des sujets de transformation digitale. Et voilà, je peux vous parler de ces nouveautés-là notamment. Et vous avez noté quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que je note, par exemple, dans mon domaine, on parle de l'intelligence artificielle et comme je suis plutôt spécialisé Microsoft, on va parler des solutions telles que Copilot qui ont pour objet de vulgariser l'intelligence artificielle auprès d'un public plus large, notamment ceux qui vont utiliser, par exemple, des outils bureautiques pourront en profiter, ceux qui vont utiliser des solutions d'entreprise pourront en profiter. C'est un peu l'intelligence artificielle à toutes les sauces, donc Copilot à toutes les sauces. Et d'ailleurs, pour l'événement, il y aura un sujet qui va parler de Copilot. Et de Rélia? Moi, je rebondirai un petit peu sur ce qu'il a dit concernant l'actualité. Ce que j'ai pu retenir ces dernières semaines, c'est les élections en France qui arrivent, la dissolution de l'Assemblée nationale et le fait qu'il faut aller voter, tout simplement. Donc vous avez à retenir rien que l'actualité française. Alors, j'ai pas forcément de... Je ne suis pas forcément en lien avec l'actualité congolaise en ce moment, donc ouais. Africaine en général? Non, rien. Ah si, africaine en général, si, mais là maintenant sur le Congo, non. Alors nous allons revenir avec Rodrigue Yengo. Et vous avez dit que vous n'êtes pas trop média, mais et les réseaux sociaux? Ça vaut bon? Ça dépend pourquoi. Je regrette malheureusement que ces réseaux ne soient pas utilisés à bon escient, si j'ose dire. On va plutôt y aller pour consommer du contenu divertissant. C'est bien de se divertir, mais jusqu'à une certaine limite. Il y en a qui vont y passer par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors que ces heures peuvent notamment être orientées vers un contenu plus
éducatifs, si j'ose dire, et qui veulent leur apporter des connaissances, des compétences qu'ils pourront explorer notamment au quotidien, dans un cadre professionnel, dans un cadre scolaire, et ainsi de suite. Donc Rodrigue Yengo n'est pas sur TikTok, Instagram, YouTube, ni... Sur YouTube, je suis bien présent. Rien. Si, je suis dans ces réseaux sociaux, mais pas dans le sens où on l'entend, je vais pour consommer du contenu qui ne m'apporte rien. Je serais plutôt orienté vers un contenu qui va m'apporter un plus au niveau connaissance. Mais j'utilise quand même ces réseaux sociaux, comme deux fois j'accompagne des entreprises à l'utilisation de ces plateformes. J'ai à cœur de les maîtriser, donc j'ai plutôt une utilisation professionnelle de ces ressources pour pouvoir les proposer à des entreprises, pour pouvoir mieux les accompagner s'ils veulent s'orienter vers ces ressources en termes de communication. Et ça, je pense que Doria, on parlera sûrement... Donc l'information au niveau réseaux sociaux, vous ne regardez pas. Si par exemple un candidat au niveau de la Chine, du Japon ou de la France, voire des États-Unis, voire même pourquoi pas en Afrique, communiquer sur un réseau, vous ne suivez pas ce genre d'informations? Honnêtement, je dois vous avouer que la politique, c'est pas trop mon fort. Peut-être que je suis très nul en politique. Et je suis dans un domaine en fait où il y a des innovations tous les jours, j'ai du mal à suivre. Et si je devais consacrer une part de mon temps à faire autre chose, j'aurais l'impression de manquer quelque chose. Plus important pour moi à mes yeux. Si vous voulez, j'accompagne les entreprises, j'ai quand même une lourde responsabilité, donc j'ai à cœur de leur apporter le meilleur. Et pour ça, on est obligé de suivre toutes les innovations, voir ce qui se fait de mieux, pour être percutant dans ce qu'on apporte. Donc j'ai très peu de temps à consacrer à des contenus qui, à mon sens, ne m'apportent pas un plus par rapport à ce que je fais professionnellement. Après, les réseaux sociaux, bien sûr, des fois j'ai des enfants, je veux voir ce qui publie un peu sur les réseaux sociaux. J'ai des amis, des fois, qui parlent de leur famille, des anniversaires et tout. On va toujours souhaiter joyeux anniversaire. Ça, je le fais, mais j'y passe pas autant de temps que ça. Là, par exemple, dans le cadre de l'organisation d'AMS, évidemment, il faut communiquer et c'est des médias qui peuvent être utilisés pour pouvoir, cibler un spectre plus grand de personnes, donc je m'en sers plutôt à ce niveau-là. Non, nous, on retient la première idée lorsque vous avez dit apparemment il y a du désordre dans des réseaux, il y a du n'importe quoi, on publie n'importe quoi. Non, c'est pas vraiment ça, c'est une question de choix. Vous savez, c'est comme quand on va dans une bibliothèque, on va choisir son bouquin. Il y a des bouquins qui vous apportent de la connaissance, d'autres finalement c'est pour la distraction. Mais si vous prenez que des bouquins pour vous distraire, je sais pas où est-ce que ça va vous mener. Mais si vous prenez les deux, vous faites un mélange judicieux, vous allez avoir des connaissances et vous pourrez aussi vous distraire quand il faudra. Donc c'est une question de liberté, chacun fait son choix et moi quand j'y vais, c'est que vraiment j'ai fini ce qui me semble être plus important, plus essentiel. Dorélia, Oui. les réseaux sociaux, le regard que vous portez, est-ce que vous avez des profils sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai des profils. Vous êtes communicatrice. Exactement. Donc tous les réseaux sociaux, vous y êtes? Non, pas tous. Ah bon? Non, pas tout, ça prend beaucoup de temps. TikTok, non, je ne suis pas sur TikTok. Meta, YouTube. Alors, je ne suis pas sur TikTok, je suis sur Instagram, Facebook et LinkedIn, réseau pro. Quel est le regard que vous portez sur la publication? Sur la publication sur ces réseaux? Certaines publications, on abuse ou c'est du n'importe quoi Alors, je ne jugerai pas. Je pense que chacun va choisir un réseau social pour un but. Ce but ne sera peut-être pas forcément le mien. Donc, personnellement, aller sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est autant pour le travail. J'utilise cela comme un moyen, un outil pour mon travail. Je vais aussi passer du temps pour aller aussi rechercher des informations, me mettre à jour aussi, me mettre en veille. Vous avez parlé tout à l'heure des médias, des actualités, de l'actualité politique ou l'actualité sociale. C'est une chose que je vais utiliser aussi pour aussi aller chercher certaines informations. Je vais aussi pouvoir me distraire aussi, mais avec une limite. Vous répondez quand même au message. Voilà, mais avec une limite. Alors ça, c'est moi. Non, je sais qu'on est nombreux sur cette terre, donc tout le monde n'a pas les mêmes objectifs en allant sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est les miens. Alors, Rodrigue Yengo, architecte en solutions d'entreprise, en quoi consiste votre métier? Oula, bonne question. C'est simple et en même temps compliqué. Quand on parle d'architecte de solutions d'entreprise, déjà il y a des solutions d'entreprise. Les solutions d'entreprise, c'est ce qu'on appelle un peu des solutions métiers. Ça peut être des solutions qui vont permettre de gérer les ressources humaines. Ça peut être des solutions qui vont
permet de gérer la relation clientèle, gérer la fonction marketing. C'est donc ces gros systèmes qu'on utilise dans les entreprises. Selon les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, c'est pas forcément le même solution. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement des solutions qui permettent, de simplifier la tâche, les activités au niveau opérationnel qu'on a dans ces entreprises. Donc voilà, mon rôle à moi en tant qu'architecte. Une entreprise a des besoins, notamment pour simplifier les processus des ressources humaines. C'est un sujet qui va être traité lors de AMS, par exemple le onboarding, le recrutement de nouveaux employés. Ça peut être très astreignant, très contraignant. Nous, on apporte des solutions pour le fluidifier, pour l'automatiser, pour faire en sorte notamment que la personne qui va arriver soit bien accueillie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais une entreprise en fait a des besoins. Et nous, on intervient pour essayer de lui proposer des solutions pour qu'ils puissent générer de la valeur, pour qu'ils puissent simplifier les processus. C'est un peu ce qu'on appelle finalement couramment la transformation digitale. Simplement simplifier les processus en cours au sein de l'entreprise. Et parce que le mot architecte... Architecte, c'est un peu emprunté dans la construction des grosses œuvres, comme on dit. Parce que finalement, un architecte, il est plutôt dans la projection, il est plutôt dans la vision. Et après, comme c'est l'informatique, en traite des données, on va également intervenir sur la partie sécurité, sur la partie confidentialité de données, et aussi sur la partie notamment expérience utilisateur, s'assurer que la solution qu'on propose répond à des standards, à des normes qui peuvent être des normes internationales, mais ça peut aussi être des normes qui sont spécifiques à la filière de l'entreprise, ou voire même des normes qui ont été définies au sein même de cette entreprise. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour s'assurer que la solution qu'on va proposer soit vraiment la meilleure. Et ça, c'est un peu la responsabilité de l'architecte. Dorélia Ngomba, Oui. vous êtes consultante en stratégie et développement de projets. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à accompagner donc des chefs d'entreprise, des entreprises, petites et moyennes entreprises, ainsi que des organisations, à développer une stratégie dans le cadre de leurs objectifs. J'ai souvent des entrepreneurs ou des entreprises ou des organisations qui me contactent parce que soit elles ont envie d'avancer dans la vie de leur entreprise, elles ont de nouveaux objectifs, elles ne savent pas forcément comment mettre en place un plan d'action pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est de les accompagner justement et définir une stratégie avec ces structures-là pour pouvoir les accompagner pour qu'elles atteignent leur objectif. Et l'un des outils clés sur lequel on va beaucoup travailler, ça va être la communication, avec un travail d'abord sur soi, donc pour retravailler un petit peu son positionnement, pour retravailler la vision, pour atteindre au mieux son objectif et mieux communiquer pour que justement l'objectif soit atteint. Monsieur Yengo, qu'est-ce qui vous a mené à faire l'informatique? Qu'est-ce qui vous a mené dans ce métier? Je pense qu'une émission ne suffirait pas pour expliquer pourquoi j'ai fait l'informatique, parce que c'est une histoire que j'aime raconter. Je suis parti du Congo. Très brièvement, ça. Voilà, je suis parti du Congo, c'était en 94. Je suis arrivé en France, j'ai été inscrit dans une école BTS agricole et j'ai rencontré un blanc, comme on dit couramment. Il était super intelligent, mais ça faisait 4 ans, voire 5 ans qu'il était en BTS. Et moi, ça m'intriguait. Je me dis, mais si lui, il est intelligent, ça fait 5 ans qu'il est là, donc c'est sûr que je vais pas avoir mon examen. Et j'ai pris mon courage, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu es intelligent, mais ça fait 5 ans que tu es quand même dans la classe? Il m'a dit, à la fin de l'année, tu vas comprendre. Et je vous rassure, à la fin de l'année, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, effectivement, il fallait qu'on réalise un rapport. J'avais pas de PC, je ne savais pas comment faire. Et donc, la seule solution qui existait au sein de cet établissement, c'était d'aller voir ce cher ami pour qu'il puisse faire mon rapport. Et là, j'ai fait le calcul. Dans l'établissement, il y avait une moyenne de 400 élèves qui passaient le BTS. Donc, le rapport, il le faisait à... C'était dans quelle ville? Castelnaudary, c'est une ville du sud, pas trop loin de Toulouse. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait mes petits calculs. Chaque année, il devait se faire pas moins de 400 000 francs de l'époque. Et puis, en menant les enquêtes, je me suis rendu compte qu'il était en train d'acheter son 2e appartement. Et ce garçon était plus jeune que moi. Je peux vous dire que j'étais frustré. Et de ce jour, j'ai dit, plus jamais je vais donner des sous à quelqu'un en ce qui concerne l'informatique. Donc, je vais apprendre pour pas à payer quelqu'un pour qu'il fasse les choses pour moi. Et je me suis juré, jamais je ne donnerai plus des sous à quelqu'un pour qu'il puisse me réaliser un travail ou une activité. Et vous avez décidé de vous jeter, d'apprendre? Je me suis jeté dans l'eau. Je ne vais pas vous dire comment j'ai commencé. C'était un peu comme à la maternelle, on fait des dessins, on s'extasie parce qu'on a l'impression d'avoir créé quelque chose. Puis j'ai commencé à acheter des bouquins. Je me suis donc vraiment auto-formé avant même d'entrer dans un cursus scolaire
pour essayer d'apporter un peu plus de légitimité à ce que je savais déjà faire. Donc en fait, le diplôme ne vous sert pas trop Non, honnêtement, si je vous dis que j'ai appris, parce que je suis allé en école informatique ou en école d'ingénieur, pas vraiment. Ce que j'ai appris, je l'ai vraiment appris en lisant des bouquins, en suivant des tutos. L'avantage avec les études, ça vient juste pour cadrer un peu, apporter un peu de discipline dans ce que l'on fait, parce que des fois on fait les choses machinalement sans trop savoir la raison pour laquelle on le fait, et l'école elle est un peu là pour structurer tout ça. Mais l'apprentissage en lui-même, je l'ai vraiment fait en autodidacte pendant mes heures hors cours. La question que je me pose, d'Aurélia Ngomba, consultante en stratégie et développement de projet, Monsieur Rodrigue Yengo, architecte en solutions d'entreprise, ambassadeur AMS. La question est de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Ah, ok. Qui est parti vers l'autre et ça a commencé comment ce projet à AMS? Je pense que je suis un peu à l'initiative de ce projet, et pourquoi j'ai voulu que Dorelia puisse m'accompagner. Pour plusieurs raisons. Je fais partie de ceux qui ont quitté le Congo, qui ont mis du temps avant de revenir. Et Dorelia fait partie des enfants qui sont nés en France, qui n'ont jamais connu le Congo. Et ce sont des enfants qui ont à cœur de découvrir le Congo. Finalement, on se sent un peu honteux de ne pas servir de pont entre ceux qui sont nés là-bas, qui ne sont jamais venus. Et donc j'avais à cœur, notamment parce que aussi elle excelle dans la communication, de travailler avec elle dans le cadre de ce projet. Donc il y a, comment dire, il y a plusieurs intérêts. Lui permettre au travers de cet événement de découvrir le Congo, ou aussi essayer de corriger un peu l'obligation qui était la mienne de ne pas avoir incité tous ceux qui sont là-bas de venir au Congo pour voir ce qu'il peut un peu apporter à ce pays qu'on aime bien. Et d'Aurélia, Oui. c'est toujours un plaisir d'écouter lorsqu'une femme s'exprime. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Alors, je ne sais pas à quel moment, parce que je devais être très petite. Ça remonte à de très nombreuses années. C'est la famille, hein, tout simplement. Donc voilà. Et vous intéressez, comment il est arrivé à vous faire avaler la pilule? Vous intéressez? C'est pas vraiment une pilule. Alors non, il m'a tout simplement contacté en me disant, écoute, je fais appel à deux choses. Je t'appelle pour deux choses. Je fais appel à ton cœur et à ta tête. J'ai un projet, et il m'a présenté le projet d'AMS pour la première édition à Brazzaville. Et j'ai tout de suite répondu oui. Tout simplement parce qu'il a su déjà, il dit que je suis une très bonne communicante, mais lui aussi, il a su me convaincre aussi du projet, en fait, de l'utilité du projet, mais aussi, comme il l'a dit, j'ai vraiment aussi à cœur de pouvoir donner un petit peu de ce que j'ai, de ce que j'ai reçu, de toute ma formation, de tout mon parcours au Congo. Et voilà, c'était vraiment pour moi le moyen aussi de pouvoir avoir aussi un pied avec mon pays d'origine. Donc si on peut résumer la motivation principale, c'était quoi? L'amour du pays. L'amour du pays. Ouais. Ça fait combien de fois que vous êtes venu au Deux Congo? fois. Ah, deux fois. Deux fois. Donc c'est grâce à M. Yengo. Non, c'est la deuxième fois, oui. La deuxième fois. Oui. Alors, M. Yengo, l'intérêt pour le Congo, vous êtes de la diaspora congolaise, vous êtes membre de la diaspora. Tout à fait. Le regard que vous portez sur la diaspora congolaise en France? J'ai pas tendance à apporter un regard qui généralise les choses. J'essaie de voir les choses dans un scope plutôt individuel. Il n'y a pas une diaspora, il y a des individus qui font partie de la diaspora. Il n'y a pas une pensée de la diaspora, il n'y a pas une philosophie de la diaspora. Je fais partie de la diaspora, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec l'ensemble de la diaspora. C'est un peu comme ceux qui sont restés au Congo. On ne pourrait pas croire que tous les Congolais pensent la même chose. Chaque individu est un peu responsable de sa pensée, de sa philosophie, bref, de sa vision, de ses perspectives. Et je fais partie de la diaspora parce que je suis dans la diaspora, comme on dit, mais je pense par moi, j'avance par moi, j'ai ma façon de voir les choses. Et vous, lorsqu'on vous écoute, l'amour du pays, vous avez un amour pour le pays. On aimerait savoir quelle est cette motivation-là. Et de la France, moi j'écoute parfois, même lorsque je lis sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font du Congo bashing.
C'est-à-dire tout ce qui vient du Congo est nul. Le Congo, c'est l'enfer. Le Congo n'a pas l'eau. Le Congo n'a pas d'électricité. Et vous voilà, vous venez avec des projets. Comment expliquez-vous cela? Si ça peut vous rassurer, je suis pas une exception. Si je vous dis que j'ai jamais critiqué le Congo, je serai le plus grand des menteurs. Mais comment dire, on a tendance en fait à être exigeant avec ce que l'on aime. En ce qui me concerne, si vous voulez, avec le Congo, c'était vraiment une déchirure. Mais quand je vous dis une déchirure, mais vraiment sentimentale. J'étais au lac, j'ai reçu une bonne formation. Je me projetais être ingénieur agronome, j'avais plein de projets, ce que j'allais faire. Puis malheureusement, les événements qu'il y a eu ont tout cassé. C'est un peu comme si ça avait détruit mes rêves. Et avec le Congo, c'est un peu comme une rupture amoureuse. J'en voulais énormément à ces pays. Et forcément, les propos par moments qu'on pouvait tenir venaient un peu de là. Vous savez, un homme qui a été abandonné par une femme, de pas y tenir des propos, je veux dire, qui n'ont pas de sens. Mais c'est juste, comment dire, c'est l'excès d'amour qui nous pousse parfois à avoir ces propos. Mais bon, dans la vie, on évolue également. Je suis passé à un cap. C'est un peu dans ma nature. Je me dis, mais finalement, tu parles, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement? Je me dis, bon, faut que je fasse quelque chose. Mais ça, je l'ai toujours eu en moi. Je pense que beaucoup l'ont toujours en eux. Après, il faut juste attendre le bon moment pour que ça puisse se manifester. Mais pour répondre concrètement à votre question, je suis venu à Brazzaville après beaucoup d'années, au décès de mon père, au décès de ma mère, en un an d'écart, si j'ose dire. Et j'ai rencontré des jeunes, j'ai échangé avec eux, et je me rendais compte en fait que il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, je sentais que je pouvais être utile en fait à cette jeunesse, parce que j'ai aussi été jeune dans ce pays en fait. Et quand j'étais jeune dans ce pays, j'étais en quête de grands frères. Sauf qu'aujourd'hui, moi je suis papa, je suis papy, donc je suis un peu grand frère. Je me dis, mais moi, étant jeune, j'étais en quête de grand frère. Maintenant que je suis grand, je pourrais faire office de grand frère. Pourquoi je ne viendrais pas pour être ce grand frère qui m'a manqué moi quand j'étais jeune? Donc il y a ce côté, essayer d'accompagner cette jeunesse autant que faire se peut, avec les petits moyens qu'on a, avec les petites connaissances qu'on a, pour essayer de les accompagner dans les projets qu'ils peuvent avoir, essayer de leur montrer des perspectives qui pourraient potentiellement changer leur vie, et voilà, essayer de changer un certain paradigme, si vous voulez. Parce que quand j'échange avec eux, je me rends compte que c'est des gens qui sont bien formés, pour certains, et là où je suis un peu déçu, en fait, là, ils se projettent à être tous fonctionnaires. Je dis, mais pourquoi tu veux être fonctionnaire si tu as suivi une formation? Cette formation peut te permettre notamment d'être à ton compte, pour peu que tu trouves la bonne stratégie, pour que je trouve la bonne voie. Et je me dis qu'il y a un travail en fait à faire à ce niveau-là. Et si je peux juste compléter, en fait, AMS a aussi, il y a aussi cette idée, je veux dire en arrière-fond, si je veux dire, essayer de leur donner des clés qui pourraient les permettre. On va y arriver, parce que c'est juste moi l'intérêt pour les Congos. Aujourd'hui, le billet d'avion en haute saison pendant l'été, c'est pas 2 francs. Et vous emmenez une dame à côté de vous, vous organisez, ça coûte tout ça, les gars. D'où tirez-vous le financement? Et puis, je vais toujours revenir sur cette motivation de dépenser rien que pour l'amour du Congo. Si vous voulez, l'envie de transmettre en ce moment. L'argent, c'est que l'argent est il y a plus important que l'argent. Moi, vous me dites, vous dépensez pour apporter quelque chose au Congo, c'est normal, je suis congolais après tout. Mais il y a des étrangers qui vont venir qui, eux, n'ont aucun lien avec le Congo. Et c'est des gens qui sont animés par cette idée de partage. Mais quand vous voyez des étrangers qui sont prêts à venir au Congo pour pouvoir partager, pour pouvoir essayer d'évangéliser sur les technologies, mais quand on est congolais, on ne peut que s'inscrire dans ce schéma-là. À titre personnel, je l'ai fait dans d'autres pays, je l'ai fait dans d'autres villes, mais ça me tenait aussi à cœur de le faire pour le Congo. Donc oui, bien sûr ça coûte, oui, bien sûr ce projet est financé avec nos fonds, mais croyez-moi, c'est pas ce qui va nous arrêter. Si vous pouvez aider des jeunes à avancer, à voir les choses différemment, c'est cher peu payé pour les résultats que qu'on peut obtenir par la suite. Alors, nous allons parler de AMS. C'est quoi le projet AMS et que veut dire AMS?
C'est la question que tout le monde me pose. AMS, c'est simplement pour Azure, SharePoint, Microsoft 365. Ce sont des... Azure? Azure, c'est un peu le... Non, dites ça. Azure, Microsoft 365 et SharePoint pour le S. Ah d'accord, donc c'est en anglais. Oui, c'est des noms de solutions, on va dire. Un peu comme Microsoft 300... Voilà, c'est un peu ça. 300... Le M, c'est pour le Microsoft 365 en fait. Ah, donc, d'accord. grosso modo, c'est un peu ça. Yeah. On l'a trouvé parce que ça passait bien. C'est simplement pour dire qu'on intervient dans les solutions Microsoft, mais de manière... et c'est en sigle. Et il y a un petit A, il y a le... Le petit A, c'est juste pour la typographie marketing, si je veux dire. Mais sinon, c'est un A pour Azure, M pour Microsoft et S pour SharePoint. Et comment vous vous êtes approprié ce projet on ne sait pas vraiment. D'où vous est venue cette idée? En fait, si vous voulez, AMS est une communauté de spécialistes qui travaillent dans ces projets, qui travaillent dans des grandes boîtes. Certains sont à leur compte. Et entre nous, on s'échange des idées, on s'échange des conseils. Puis est venue l'idée de se regrouper en communauté. Il n'y a pas vraiment de chef, mais il y a Patrick qui sera également lors de l'événement AMS du 25 juin, qui a vraiment été avec 2 ou 3 autres personnes à l'initiative de la mise en place de cette communauté. Et dans cette communauté, quand on est spécialiste, quand on maîtrise un sujet, on se rapproche de ceux qui veulent organiser un événement dans une ville. On y va par ses propres moyens, on loue des hôtels, on prend son billet d'avion et on va simplement apporter son savoir, on va simplement apporter des conseils pour permettre à d'autres d'avancer. Et qui finance tout ça? Chacun se déplace à ses propres frais. C'est un peu ce qui fait la force de AMS. Il n'y a pas de directive. Je vais prendre un exemple. Je suis chez un gros client. Je travaille par exemple sur un projet qui porte sur la qualité de données. Forcément, je vais atteindre une certaine expertise et je peux aller dans un événement AMS pour faire une sorte de retour d'expérience sur le projet sur lequel j'ai travaillé et pour éviter par exemple que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs que moi ou pour permettre à d'autres de réussir les projets tels que moi je l'ai mené si jamais je l'ai réussi. C'est vraiment une communauté de partage, ce qu'on appelle une communauté de pratique. Je fais de la maçonnerie, je vais dans un congrès où il y a des maçons pour dire j'ai fait ça mais ça a plutôt marché. En gros, ça crée des bonnes pratiques en fait. Alors, si on vous demandait que gagne Rodrigue Yengo, vous gagnez quoi? Rodrigue Yengo, il gagne rien. Pourquoi? Ce que je gagne, c'est le fait d'échanger, c'est le fait de partager. Finalement, quand on y réfléchit bien, tout ce que l'on sait, c'est quelqu'un qui nous l'a appris, sauf être Pythagore ou je ne sais quel savant qui a inventé les choses. C'est bien, mais comment faites-vous pour vous nourrir? C'est ce qui est un peu la force de AMS. Chacun a son métier, il travaille dans une organisation, chacun travaille à son compte et pour vous dire, c'est plutôt des gens qui ne sont pas à plaindre. Donc ils essaient d'apporter un peu ce qu'ils ont reçu pour les permettre d'être un peu au niveau auquel ils sont. C'est simplement ça. Voilà, alors Dorélia, vous êtes chef de projet en charge de la communication à AMS Brazzaville. C'est ça. Vous nous aviez dit comment vous vous êtes rencontrés, vous aviez épousé sa passion, le cloud. Alors, pouvez-vous nous parler du projet, puisque c'est vous la patronne du projet? C'est un grand mot, la patronne. Parlez-nous de l'événement. Concernant le projet, je pense qu'il a à peu près tout dit. C'est vraiment un projet qui est à destination de plusieurs personnes. Alors, on a parlé beaucoup des jeunes, donc voilà, parce qu'il y a vraiment cette envie de donner envie. Il y a vraiment cette envie de transmettre, de donner envie, mais ce n'est pas que pour la jeunesse aussi, c'est également pour les entreprises qui sont dans un processus de transformation digitale. Pour donc les chefs d'entreprise, pour les personnes en entreprise qui utilisent des fois ces solutions Microsoft dont il a parlé, que ce soit Azure, Microsoft 365 ou SharePoint, et qui ont envie en fait d'en apprendre un peu plus, d'aller un peu plus loin dans leur pratique. Et c'est, je pense, surtout un moyen
pour les Congolais qui sont passionnés d'informatique ou au contraire qui sont intéressés par l'informatique de se réunir, de se rencontrer. En fait, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est aussi de réseauter, de pouvoir passer du temps, d'échanger les uns avec les autres. Tout à l'heure, vous parliez des réseaux sociaux. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est bien, on se voit, mais à distance. Là, on va se voir physiquement. Donc je pense que c'est important. Et pour ce qui est de l'organisation de la journée, donc ça sera donc au Pefaco Hotel Maya Maya, donc à partir de 9h. Donc Merci ça va pour la pub. Ça va commencer à 9h. Je donne le lieu. Donc ça commencera à 9h et en fait ça sera une succession d'ateliers tout au long de la journée. Et entre chaque atelier, il y aura vraiment un temps d'échange, de partage et de réseautage. Donc voilà. Et si on peut résumer la cible, vous avez dit il n'y a pas que la jeunesse. Et les entreprises. Ah, d'accord. Les entreprises, donc il y a la jeunesse, les entreprises, les étudiants en informatique, des personnes qui travaillent dans une entreprise mais qui utilisent ces solutions-là, que ce soit au niveau des ressources humaines. Tout à l'heure, il parlait d'onboarding. En fonction de sa position en entreprise. Combien de personnes attendues à peu près? Un peu plus de 100. Plus de 100. Oui. Un peu plus de 100 en présentiel et on a aussi l'événement qui sera retransmis en ligne. Et les intervenants, il y aura M. Yengo. Oui. Alors les autres intervenants nous viennent de France, de Belgique. Il y aura un intervenant au Canada et en Autriche. Alors, M. Yengo, je vois que ça se prépare bien. Quelles sont vos relations lorsque vous êtes arrivé avec les entreprises? Comment vous les avez contactées? Comment vous les avez emmenés à épouser votre idée? Si vous voulez, c'est un peu... Beaucoup d'entreprises, en venant ici, on a rencontré un monsieur qui était dubitatif, qui vous a dit, chez moi ici, malgré qu'on met les projets, le cloud, machin, les entreprises n'ont rien à faire. Ils repoussent cela. Comment vous aviez emmené des entreprises à participer à votre événement? Si vous voulez, une entreprise a des besoins. C'est un peu quand on apporte des solutions qui peuvent combler ces besoins, le rapprochement se fait de manière automatique. Quand je vais par exemple échanger avec un chef d'entreprise, je peux lui dire comment vous travaillez, quels sont vos process, et si en 2-3 minutes je lui explique qu'il peut simplifier ses process, qu'il peut les automatiser, ce qui fait que ça va dégager du temps pour ses employés pour faire peut-être des tâches entre guillemets plus intéressantes. Là je pense que tout le monde y gagne. Donc l'informatique, c'est avant tout un outil au service de l'humain d'une certaine manière. Et un outil, faut le maîtriser. Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Si vous ne le maîtrisez pas, vous ne risquez pas d'en tirer l'essentiel en termes de bénéfices. Et notre rôle à nous, c'est d'échanger avec eux pour dire en fait, nous, on est là pour vous accompagner. Vous ne savez peut-être pas que dans votre domaine, il y a des outils en fait qui existent qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'atteindre un cap, de faire que finalement vos employés puissent être heureux au travail simplement. Alors, nous allons vers la fin de ce programme. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué la jeunesse, les jeunes. Vous les avez rencontrés. Alors, vous avez échangé. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent quoi, ces jeunes? Les jeunes, je pense que ça... Est-ce que le verbe suffit? Ils vous disent quoi? Moi, je pense que le verbe a une forte puissance. Je crois beaucoup au verbe. Après, je pars du principe que quand j'explique quelque chose à quelqu'un, si la personne n'a pas compris, c'est peut-être que moi, j'ai mal expliqué la chose. J'échange souvent avec les jeunes. Ce que je note, il n'y a pas, on va dire, une catégorie des jeunes, mais il y a plusieurs catégories des jeunes. Il y en a qui veulent vraiment aller de l'avant, qui veulent vraiment apprendre. Il y en a qui sont un peu dubitatifs et il y en a en fait qui sont un peu curieux, qui regardent les choses de loin. Ceux qui sont dubitatifs, ils vous disent quoi? Ceux qui sont dubitatifs, moi c'est ceux que je qualifie un peu des défaitistes. Ils vont dire que voilà, dans le pays ça va pas, ils ont toutes les bonnes raisons pour pas avancer. Et moi j'essaie, au maximum de les convaincre. On doit quand même prendre sa vie en main. Ça peut peut-être paraître choquant ce que je veux dire, mais c'est des choses que je dis souvent aux gens. Je dis que en enfer, il y a peut-être des coins qui sont plus frais que d'autres, et au paradis, il y a peut-être des coins qui sont plus chauds que d'autres. C'est juste une manière de dire que quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, il faut toujours prendre sur soi,
faire tout ce qu'il faut pour essayer de s'en servir. Mais trouver des excuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais à la fin, ça ne va rien faire avancer. Donc on vous dira, si vous n'étiez pas en France, vous n'allez pas devenir ce que vous êtes peut-être. Honnêtement, ça je sais que beaucoup me le disent, mais ceux qui me connaissent, je pense qu'ils vont dire non. Yengo, puisqu'on s'appelait par les noms à l'époque, il a toujours été comme ça. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir été au lac. Pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui, je dis que c'est la meilleure école au Congo, c'est le meilleur lycée. Parce qu'il y avait vraiment un brassage, des gens qui venaient de différentes régions. Je découvrais le Congo à travers ces personnes. Et à l'époque, je me souviens, il y avait des professeurs qui étaient très bons. Et pour certains qui venaient de Kinshasa, de différents pays d'Afrique, qui venaient, je crois, je sais pas si c'était l'URSS ou la Russie à l'époque. Donc, on a vraiment été bien formés, si bien que quand on allait en Europe, on n'a pas vraiment eu de difficulté à s'adapter. J'ai fait l'agriculture, aujourd'hui je fais l'informatique. J'ai des copains qui ont fait l'agriculture, qui aujourd'hui sont des grands juristes en France, et d'autres sont devenus des médecins. Donc il y avait vraiment cette envie vraiment d'apprendre. Je peux vous dire que je n'étais pas vraiment bon élève, c'est pour dire les choses crûment, mais malheureusement, heureusement pour moi, j'ai été entouré par des gens qui étaient bons, donc j'ai profité un peu de la motivation qu'il y avait et ça m'a poussé aussi à apprendre. Donc pour les jeunes, moi l'idée c'est de leur dire que c'est pas parce que tu penses que tu as des limites que tu peux pas avancer. C'est pas parce que tu penses qu'il y a plus intelligent que toi que tu peux rien faire. Mais il faut commencer. Je veux dire, quand il y a une montagne à gravir, si tu la regardes, tu risques de la regarder toute ta vie. Mais il faut commencer à faire le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, puis un jour tu vas réaliser que tu es au sommet de la montagne. Et lorsque on vous dira, pour résumer, quel est le regard que vous portez sur cette jeunesse? C'est un regard. Celle que vous avez rencontrée. C'est un regard de grand frère. C'est un regard de grand frère avec plein d'amour, avec l'envie de leur tenir la main et de les accompagner. Parce que je pense avoir quand même une certaine expérience, je suis quand même issu de ce pays, je sais aussi les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, mais pour moi l'idée c'est de leur dire que ces difficultés ne sont pas des obstacles et il n'y a aucun obstacle qui est insurmontable lorsqu'on a vraiment la volonté d'avancer et voilà, de construire sa vie. Voilà, alors vous avez pris attache avec les entreprises. Vous aviez, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu... Les entreprises... Vous avez constaté quoi? Quel était votre constat? On n'a pas vraiment pris contact avec les entreprises parce que c'est la première édition. Pour tout vous dire, ça s'est vraiment décidé à la dernière minute. Et donc, Aurélien n'a pas forcément eu le temps de contacter ces entreprises parce que il faut avoir, je veux dire, le bon réseau, il faut avoir les bons contacts, il faut avoir le bon numéro de téléphone, la bonne adresse email. Et c'est pas forcément évident. C'était pas des easy contact? Non, pas forcément. C'est juste le temps, je pense. Voilà, et moi par exemple, il y a quelque chose que j'ai par exemple remarqué, mais vraiment sans prétention, par moment ça manquait d'agilité. Je me suis présenté par exemple dans certaines organisations pour dire que voilà, j'ai échangé avec telle personne qui travaille dans votre entreprise, m'a parlé de ce projet. Je pense ce projet, je peux vous apporter des éléments qui vont vous permettre d'avancer. Et pour ça, j'aimerais par exemple rencontrer telle personne. Et la personne que je dois rencontrer, elle est OK pour me rencontrer, sauf qu'elle doit demander l'autorisation de son chef pour pouvoir me rencontrer. Alors que, je veux dire, dans d'autres cieux, je suis payé pour apporter ces conseils. Et moi, je viens pour lui apporter ces conseils gratuitement. C'est encore à moi de me plier en quatre alors que je lui apporte quelque chose qui pourrait peut-être lui permettre d'avancer. Une prise de confiance peut-être? Non, je pense que c'est juste peut-être des pratiques qu'il faut changer. Il faut être agile en fait. Quand on a une opportunité, il faut la saisir. Et il y a peut-être une... Du genre, il y a un extraterrestre qui veut rentrer en contact avec nous, il faut que je demande à la hiérarchie s'il est possible... Je sais pas si c'est ça, mais moi je pense que les opportunités, il faut les saisir à tous les niveaux. Quand quelqu'un vient frapper à la porte d'une entreprise et quand on voit que ce qu'il apporte peut être bénéfique pour l'entreprise, on s'arrange pour lui permettre d'obtenir le rendez-vous avec la personne qu'il faut. Je ne dis pas que c'est général. Il y a des entreprises qui ont été plutôt, je veux dire, agiles, si j'ose dire, qui ont été vraiment enclines à nous ouvrir les portes et à discuter avec nous. J'ai échangé avec elle en 2-3 clics. Elle a capté que j'avais quelque chose à apporter, qu'elle aussi elle avait quelque chose à apporter. Et cet échange-là, j'ai vraiment apprécié du coup.
on envisage de travailler sur certains projets avec elles. Mais il y a eu très peu de ces réactions par rapport aux entreprises avec lesquelles on a essayé d'entrer en contact. Mais pour nous, c'est un peu faire la preuve par l'expérience, dire qu'on va organiser AMS avec nos petits moyens. Ceux qui vont venir vont constater que le contenu qu'on va leur apporter sera de bonne qualité. À partir de ça, je pense que les choses vont se faire naturellement. Alors, informatique, qui dit informatique, dit le matériel. Est-ce que ces jeunes ne réclament pas, par exemple, les ordinateurs? C'est pas facile de s'acquérir un ordinateur et puis parfois le téléphone. Alors, dans le cadre de l'organisation de cet événement, on n'a pas forcément eu de retour ou de demande à ce niveau-là. Et puis, l'organisation sera faite en sorte qu'il n'y aura pas forcément ce besoin-là de nombreux ordinateurs, etc. Donc là, pour cette première édition, on est vraiment venu en se disant on va essayer quelque chose, on essaye un format, on tente, et on va voir ensuite comment on va pouvoir rendre pérenne cette conférence, ce forum-là, sur les années prochaines, et voir justement comment est-ce qu'on pourra aller un peu plus loin, notamment dans l'apport de matériel informatique et autres. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des projets pour le Congo, des dates à retenir? Ce que je peux dire, c'est que l'événement AMS, là, en juin 2025, donc dans 3 jours, c'est la première édition, mais c'est quelque chose qu'on est amené à répéter toutes les années. On a vraiment des grands projets, et enfin, on a des grands projets pour le Congo, grands en termes d'ambition, si j'ose dire, mais on est une petite équipe, et forcément, s'il y a des gens qui partagent notre vision, qui veulent nous accompagner, on les accueillera avec plaisir, parce que seul, c'est pas forcément évident avec les petits moyens qu'on a. On a aussi nos obligations professionnelles, on a aussi nos familles, mais plus on est nombreux, on peut faire changer les choses. Donc c'est aussi un appel que je lance à toutes les bonnes volontés qui partagent notre vision, qui partagent, on va dire, notre ambition pour la jeunesse, pour le Congo, de nous rejoindre, parce que ce sont des compétences dont forcément on en aura besoin. Tout à l'heure, on a parlé par exemple du problème des outils, notamment des ordinateurs. Moi, il m'arrive parfois de travailler avec des entreprises qui veulent changer leur parc informatique. On peut mettre en place notamment des projets. Dorian en parlera peut-être mieux que moi pour essayer de récupérer ces matériaux, ces outils et les ramener ici parce qu'ils peuvent toujours servir. Et là, forcément, il nous faut des relais parce qu'à notre niveau, avec la connaissance qu'on a de l'écosystème local, on manque peut-être des bons contacts, on manque peut-être des bonnes informations pour savoir comment mener à bien ces projets. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir des points de focus localement sur lesquels on pourrait se baser lorsqu'on va aller vers ces différents sujets dont elle a plus de maîtrise que moi. Alors, vous êtes la chef de projet et vous êtes en charge de communication. Qui dit communication, c'est des relations publiques aussi. Alors, les pouvoirs publics, puisque vous pouvez apporter les ordinateurs, il sera peut-être question de la douane. Comment vous allez vous prendre? Et bien justement, c'est tout le travail de stratégie que nous allons mener pour les prochaines éditions, parce que pour l'instant, c'est vrai que comme je vous ai dit, c'était pas un sujet qui était là d'actualité. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'essayer de faire cette première édition. Donc ça sera à voir. On va travailler dessus justement pour la prochaine édition. Exactement. Un peu plus. Un peu plus, voilà, exactement. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez dit que la diaspora était très défaitiste sur le Congo. C'est vrai que ça l'a été pendant longtemps, mais aujourd'hui, je veux quand même encourager parce que je trouve qu'il y a énormément de membres, de personnes de la diaspora qui mettent en avant le Congo, qui vraiment prennent le temps de donner envie à toutes les personnes qui, comme moi, sommes nées en France, par exemple, en Europe, et qui n'avaient pas forcément un vrai pied à terre ici, et qui redonnent en fait l'envie de faire des choses. Et aujourd'hui, c'est parce que ces personnes existent aussi que moi aussi, j'ai eu aussi envie de m'investir encore plus, de croire que c'était possible. Parce que voilà, vous parliez tout à l'heure de cette vision un peu défaitiste, mais voilà, aujourd'hui il y a des personnes qui pensent que c'est possible et qui se sont aussi de loin aussi impliquées pour cet événement, pour la réussite de cet événement.
Alors d'Aurélia, vous dites la diaspora défaitiste. Vous, en passant, vous aviez fait, je sais pas, quelques jours, vous avez passé quelques jours au Congo. Alors, qu'est-ce qui vous donne envie de revenir au Congo avec tout ce que vous aviez vu? Bah, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter. Il y a beaucoup de choses que je peux apporter. L'envie de revenir. Parce que j'aime mon pays. J'apprécie, je prends goût. Non, mais voilà, c'est vraiment toujours cette volonté de donner. Vous avez mangé quoi? Oh là là, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. La nourriture du Congo? La nourriture du Congo. Vous avez apprécié? Bio. Une petite discrétion. Qu'est-ce que vous avez mangé? Depuis que je suis arrivée, moi une chose que j'aime beaucoup c'est le poisson salé et aubergine, donc ça j'en ai bien mangé. Avec quoi? Les aubergines avec les bouillons. Vous accompagnez ça avec le pain, le manioc? Non, le manioc. Ah d'accord, ouais, vous mangez le manioc? Oui. Ah d'accord. Et Monsieur Yengo, ça vous avez retrouvé et lui... Je dois vous dire que depuis que je suis à Brazzaville, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression d'être heureux parce que je rencontre la famille et je rencontre que des sourires. Et voilà, juste pour apporter une petite touche positive, je raconte une anecdote. Il y a un mois de ça, je suis venu à Brazzaville. Avant de venir, je dois avoir une réunion de travail. J'étais en Suisse. C'était une réunion en ligne, une réunion en Teams. Je me suis connecté, j'ai eu quelques problèmes techniques. Du coup, la réunion a été annulée. Comme j'avais le voyage le lendemain, on l'a planifié pendant que je me trouvais à Brazzaville. Et cette réunion, j'ai donc fait à Brazzaville. Et comme par hasard, tout a fonctionné. Et mes collègues me demandaient, tiens, Rodrigue, aujourd'hui, ça marche chez toi. Comment ça se fait? T'es où? Et je leur ai dit que j'étais à Brazzaville. Ils ont tous rigolé, pensant que je plaisantais. Effectivement, dans ce cas-là, Internet à Brazzaville avait mieux marché que quand j'étais en Suisse. Donc voilà, il ne faut pas désespérer, il y a des choses qui marchent et il faut les féliciter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Rodrigue Yengo et bien sûr à Madame d'Aurélia Ngomba qui ont bien voulu échanger avec Mano Maner. Vous étiez face à Maner. Merci et on se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.